Bon, ben donc nous voilà de retour pour la suite de cette série sur le rideau de fer. On a eu le un et le 2. On va faire le 3. On va essayer d'aller vite quand même parce que notamment là c'est des petits articles et ça parle vite. Donc on va prendre l'idée principale de chaque article. Platisme géopolitique de l'Italie. Manuel Dinucci, ce qui est bien, c'est que ce monsieur qui est là, qu'on voit ici, fait des articles concis et efficaces. Ici, en gros, il nous dit deux événements, un à l'Occident, l'autre à l'Orient. Alors comme moi, il fait Occident-Orient. C'est cool ça. C'est un très bon résumé. Donc deux événements sont emblématiques des changements du cadre international. À Washington, la mission du COSPER, Comité parlementaire pour la sécurité de la République, dont nous n'avons pas du tout entendu parler. C'est quoi ça? Copacir, pardon. Copacir. Ah, on a. Oui, bah c'était lui là. Ah, on a un peu de Copacir ici. Ukraine, des informations, des nouveaux systèmes d'information. D'accord. Sur le réseau de Poutine en Italie. Ah, intéressant ça. Marie-Ange Patriotso, elle fait partie du clan. Elle connaît bien Maglio Dinucci. En Italie, la liste des prospections d'un système médiatique malade. Copacir et les médias du régime. Copacir, nanana. Intéressant. Peut-être que justement il en parle de ça. Ouais, donc ça vaudrait le coup de le relier, au moins en tant qu'article connecté. Donc on a eu d'un côté le Copacir, et donc on se moque totalement parce que ça, il va en faire un résumé vite fait. Et l'autre côté, à Saint-Pétersbourg, le Forum économique international promu par la Russie dont nous parle la journaliste Daria Platonova, experte en géopolitique. C'est bien parce que j'espère que Platonova c'est une descendante de Platon. Et en gros, il nous explique que la conférence, la Copasir, c'est juste pour dire du mal de Poutine, en gros, l'idée principale. Hein. Copasir qu'on appelle les 5 yeux, les 5. Il y a plein de groupes qui s'appellent les 5. Donc eux, c'est les 5 yeux. La plus puissante alliance mondiale du renseignement composée des États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande. Ah bon? Parce que l'Italie est une terre de frontières et de charnières par rapport à la projection russe, chinoise, mais aussi face à la menace islamique. Et tandis que de l'autre côté, il y avait le forum économique de Saint-Pétersbourg, que l'Italie a boycotté du coup, où ont été abordées des questions de première importance par contre. Et donc il explique que, comme il est en Italie, et qu'il parle beaucoup de l'Italie forcément, en s'excluant d'un nouveau grand marché international qui est en train de se former dans l'optique d'un monde multipolaire, l'Italie compromet ses propres intérêts nationaux. Mais à part ça, tout ça est caché par notre courant dominant politico-médiatique, lequel fait croire que tout le monde a condamné et isolé la Russie, alors que, comme le documente l'important Wilson Center de Washington, les pays qui ont sanctionné la Russie pour l'Ukraine ne représentent que 16% de la population mondiale. Voilà, en Italie, c'est ce qui se passe. Ils sont passés à côté du coche, ils ont raté le coche. L'Occident échoue parce qu'il persiste à sous-estimer la Russie. Cet article qui vient d'un monsieur qu'on ne connaît pas, Helmut Smith, mais jamais entendu parler, ou peut-être qu'il a existé. D'ailleurs, il est... Voilà. Ah, et ici, il est évoqué. Ah, d'accord, c'est lui l'auteur de Le Bourbier de qui? D'accord. Mais à part ça, je suis pas sûr que j'en ai raté un. D'accord. Bon, bref, pas entendu parler avant. Cela dit, c'est un bon article, banal, mais intéressant. En termes généraux, on fait attention aux auteurs qu'on ne connaît pas quand même, pour voir si c'est... chacun a sa chance. Hein. En gros, il explique ici que la politique américaine occidentale à l'égard de la Russie est fondée sur deux graves erreurs. Et c'est un euphémisme considérable, bien sûr. Euh,
Ces deux erreurs sont répétées à l'infini, quel que soit le nombre de fois où elles ont été réfutées, preuve à l'appui, elles restent les hypothèses sur lesquelles se fondent les tentatives de l'Occident pour changer ou contrôler la Russie. Et ça montre bien le fondement de l'impuissance. C'est très intéressant du coup. Et à part ça, ce sont des idées tout à fait banales, mais c'est intéressant de préciser que ce sont des erreurs qui sont répétées à l'infini. Ça veut dire qu'elles sont paradigmatiques. Donc ça concerne totalement le domaine philosophique qui est évoqué à de nombreux moments et de nombreuses manières dans d'autres articles. La première erreur, l'idée selon laquelle la Russie serait faible, mal équilibrée, dépendante des exportations vers l'Occident, etc. La seconde est que Poutine est le chef d'une bande de voleurs et que si on lui fait sentir la douleur, ils se débarrasseront de lui. Et donc voilà, les sanctions détruiront l'autonomie russe, etc., etc. Mais ça, vraiment, au bout d'un moment, d'après ce que nous avons comme information, pour le peu que ceci puisse être considéré comme une information, parce que ça relève plus du sens logique. Bon allez, vous avez gagné un petit tour dans l'espace. Avec cet exemple, une information perturbatrice entraîne une réaction en conséquence. La mise en scène de multiples réactions excessives est une preuve concrète que la désinformation est concertée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque c'est trop évident, ça devient carrément simplement une preuve concrète qu'il y a une concertation pour faire émerger cette évidence. C'est assez simple. L'idée, elle s'applique également ici. Lorsque l'idée est trop évidente, que c'est stupide de croire que l'économie russe serait faible et que d'autre part, Poutine serait que le chef d'une bande de voleurs. Si tout le monde dit ça, et que tout le monde pense ça, et que tout le monde fait avec ça, c'est forcément qu'il y a une connexion entre eux. Et c'est quoi cette connexion? Est-ce que c'est la même bêtise qui fait arriver aux mêmes conclusions? Est-ce que c'est un mot d'ordre que tout le monde se répète et qui se répercute sans que personne ne réfléchisse? Est-ce que c'est tout ce qu'ils arrivent à voir et qu'il n'y a pas d'autre solution possible? Est-ce qu'ils sont fortement désinformés eux-mêmes? Ça, d'autres auteurs l'ont spécifié et mis en évidence. Les politiciens et les journalistes seraient eux-mêmes endoctrinés. Mais à part ça, la seule solution qui reste, en toute logique, ce dont ceci est la preuve, c'est qu'il y a une concertation autour de cette narrative en fait. Et donc dans le reste de l'article, il essaye de démonter assez proprement, encore une fois de plus, l'inanité de ces prémices. Tout simplement. Donc là, c'était lui, monsieur Helmut Smith. La guerre en Ukraine, un entretien avec Chomsky. Là. Chomsky, on l'a tellement vu que ça suffit. Enfin, je suis presque saoulé de voir du Chomsky. Il y en a tous les 2 jours, il y a un truc de Chomsky qui apparaît. Il est censé être à la retraite, mais il dévaste des kilomètres et des kilomètres de discussion. Mais bon, ici, c'est Ramzi Barou et sa copine Romana Rubeo, que je ne connaissais pas, qui sont allés le rencontrer. Et du coup, ça devient extrêmement intéressant. Et surtout, cet article-là en particulier, qui est court et simple, quoi, a été analysé et repris dans des commentaires. Donc c'était une rencontre assez brillante, donc il faut lire après toute la vidéo qui est là, qui va durer combien de temps? Allez hop, 1h15. Bonne chance. Mais le principal, c'est un petit résumé. En tout cas, Chomsky estime que le principal contexte de cette guerre, alors n'est pas les 2 mensonges qu'on a vus auparavant, c'est un facteur absent de la couverture médiatique, comme le disait Mano Dinucci juste avant aussi, destiné au grand public, et c'est ça qui est caché à tous, c'est l'expansion de l'OTAN. Et ça, c'est très important. Évidemment, c'est un sujet qui est ressassé 1 million de fois depuis 4 mois. Enfin, en tout cas, chez nous, de la vraie presse.
Ce n'est pas seulement mon opinion, déclare Chomsky, c'est l'opinion de tous les hauts responsables, et ce n'est pas qu'une opinion, c'est un fait. Euh, Ça remonte à George Kennan des années 90, ambassadeur de Reagan, nanana. Et en fait, ça nous remonte à Gorbatchev et d'autres qui ont dit la même chose. L'Ukraine et la Géorgie ne peuvent pas intégrer l'OTAN, c'est le cœur stratégique de la Russie, bien que plusieurs administrations américaines reconnues et dans une certaine mesure respecté les lignes rouges russes, l'administration Clinton ne l'a pas fait. En tout cas, c'était le premier à piétiner ce qui était fait par ses prédécesseurs. Notamment, c'était Bush Senior, son prédécesseur. Selon Chomsky, donc Bush Senior a fait une promesse parfaitement explicite à Gorbatchev. Oh bah tiens, une petite faute selon laquelle, excusez-moi, hein, c'est pas moi qui fais les fautes, mais bon, normalement je suis pas censé corriger les articles de la presse parce que on est censé pouvoir retrouver une somme de contrôle pour voir s'ils ont été modifiés. Donc, selon laquelle l'OTAN ne s'étendrait pas au-delà de l'Allemagne vers l'Est. Ok. Vous pouvez consulter le document, c'est très clair. J'ai failli le dire. Bush a été à la hauteur, mais quand Clinton est arrivé, il a commencé à violer cet engagement. Et il a donné des raisons, il a expliqué qu'il ne devait le faire que pour des raisons de politique intérieure. Et il a ainsi laissé rentrer le groupe Visegrad dans l'OTAN, ce que la Russie a accepté, mais un petit peu à contre-cœur quand même. Et c'est ensuite, quand le Bush Junior est arrivé, au moment de son deuxième mandat, il a ouvert grand la porte de l'Ukraine pour rejoindre l'OTAN, malgré les objections de tout le monde dans le haut service diplomatique, à l'exception de sa propre petite clique, qui est Cheney, Rumsfeld, et entre autres. Mais la France et l'Allemagne ont opposé leur veto, du moins à cette époque. Et ensuite, l'administration Biden a poursuivi l'expansionnisme de l'OTAN, et ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse, retour dans l'espace, on l'a vu passer rapidement, tu vois, là, c'est lui, Gorbatchev. Parce que ça nous concerne sur les questions de l'espace. Alors maintenant, ça va être le journal de Newsnet et de l'espace. Bah voilà, mais il faut en parler quand même. Le président Gorbatchev a discuté du scénario de la menace extraterrestre avec le président Reagan. Et c'est ça qui les avait réunis, notamment la première fois qu'ils se sont rencontrés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il était à une réunion, quand tout d'un coup il a fait un petit commentaire. Donc on a cet article sur le traité START signé par Bush et Gorbatchev en 91 et le traité FNI signé en 87. Donc ce sont des sujets dont on parle toujours aujourd'hui, hein. Il y a START 2 et FNI, ensuite FNI a été annulé, etc. Tout ça, c'est la question du désarmement nucléaire. Et c'est une question fondamentale concernant la paix sur Terre. Question qui est totalement reliée avec cet événement, où ici il te demande littéralement, parce que je sais pas si c'est enregistré, donc je te le remets, il demande que feriez-vous si la Terre était attaquée par une civilisation extraterrestre. Il a répondu, enfin il a demandé, est-ce que vous nous aideriez? Il a répondu oui, sans aucun doute. Et il a répondu, oui, moi aussi, nous aussi on vous aiderait. C'était la question en fait. Donc la civilisation extraterrestre qui pourrait nous attaquer, elle est identifiée, tandis que d'autres civilisations, elles, veulent plutôt nous éviter ça, et notamment pour nous éviter ça, ça leur donne le droit d'intervenir. Le fait que les premières envisagent de nous attaquer donne le droit aux secondes d'intervenir pour, enfin en tout cas à certains niveaux. Et donc au moins à ce niveau-là, au moment du traité START et FNI en 91 et en 87, c'est là que se sont rencontrés Bush et Gorbatchev et qu'ils ont signé
ces déclarations qui sont d'une importance fondamentale pour la paix sur Terre, donc comme je disais, notamment dans cet article-là en particulier, on fait l'alliage entre la dimension, la connaissance extraterrestre que les uns et les autres peuvent avoir, donc ce qu'ils peuvent connaître du sujet, ce qui est transparent en tout cas, et leur façon de réagir, qui sont la première fois qu'ils se rencontrent, il y a une certaine alchimie qui se fait entre eux, ça veut dire qu'ils avaient bien discuté, ils s'étaient rencontrés la veille, avant la rencontre officielle. Et donc tout ça donne lieu à une grande quantité d'articles et d'analyses. Mais donc c'est bien un phénomène alien qui est en toile de fond des traités de désarmement nucléaire, et notamment de ces questions qui sont constamment, bon, je vais le laisser là, ces questions qui sont constamment abordées aujourd'hui et qui font l'actualité. C'est Gorbatchev, la rencontre avec Gorbatchev et la détermination du pacte de sécurité entre les deux grands blocs et les deux grandes puissances. Aujourd'hui, ce pacte il est remis en cause par les actions actuelles, et donc c'est une agression caractérisée qui sous-tend, alors c'est pas du tout le sujet de cet article parce qu'ici il fait que d'en parler, mais Chomsky en parle donc très bien, et c'est un sujet très central, qu'il faut suivre les liens sur Gorbatchev. Le fait que ce pacte de sécurité soit violé possède une signification extrêmement profonde à propos d'une potentielle attaque extraterrestre. Oui, je sais pas si je vais le diffuser ça, hein, mais bon, c'est pas grave, il faut le dire. Non, mais il fallait le dire. C'est super, super névralgique. En tout cas, chez les Russes et chez Poutine, ce moment-là, il est névralgique. Et ce moment-là de désarmement nucléaire consenti internationalement a été un énorme pas en avant pour toute l'humanité. Et c'était le premier moment après la guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, où l'ensemble de la planète a essayé de retrouver un début de paix et de prospérité en disant ça y est, maintenant on s'est calmé. Et maintenant on va aller vers du positif. Et on était bien parti. Mais non, ça a redérapé et c'est reparti en couille. Et c'est ça, hein, le schéma de l'histoire. C'est le retour des assassins de la mémoire. Régis de Castelnau en ce moment qui est en pleine forme. La première victime de la guerre, c'est la vérité. D'autres auteurs vont nous dire un petit peu l'inverse, mais on va le voir après. Mais c'est vrai aussi. En tout cas, précédemment avec Magno, Dinucci, etc., on a vu à quel point le mensonge était de rigueur dans les justifications et motivations pour les activités de guerre. Il est difficile, dit-il, de savoir comment est organisée la propagande russe, russe, puisque tous les canaux d'information provenant de Russie sont interdits. Donc à la limite, je ne sais pas comment on peut... Mais bon, nous on arrive à avoir quelques bouts de trucs. Et on peut les traduire, mais c'est pas de la propagande. Hein. Par contre, répercuter ce qui vient de ces pays expose à une censure rapide, ça c'est sûr. Alors il explique que lui, il a une certaine expérience dans ce domaine des luttes idéologiques de l'époque de la guerre froide, où il était déjà là à l'époque, notamment avec l'Afghanistan, l'invasion de l'Afghanistan par le RSS en 1979. Mais bon, le truc qui choque le plus, c'est le déni du courant ultranationaliste, voire néo-nazi, qui existe en Ukraine. Et ça, Poutine en a parlé dès le début, mais la presse occidentale l'a tout de suite caché. Bon, on passe rapidement. Hein. Honorer les complices du nazisme. Assassiner la mémoire. On dit souvent à propos d'un passé qui ne passe pas qu'il s'agit de l'histoire, que celle-ci est tragique et il faut savoir tourner les pages. Le problème est que la page n'est pas tournée. Et l'histoire, justement, ce qu'il explique après, c'est que
Les Ukrainiens en grand nombre dans l'armée rouge ont payé un lourd tribut à l'écrasement du nazisme. On peut même dire que les Ukrainiens étaient majoritairement du bon côté. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les monuments morts, qui rappellent les sacrifices, sont détruits, saccagés, interdits par ceux qui se présentent comme les héritiers du collaborateur du nazisme. Et finalement, c'est ça qui se passe dans les guerres. C'est le danger de réécriture de l'histoire. En tout cas, la guerre, et c'est ça son enjeu. Car, comme chacun sait, dans toute guerre, celui qui gagne réécrit l'histoire à sa convenance. Et en l'occurrence, le clan Zelensky est plutôt du mauvais côté. Et c'est l'occasion de rappeler, notamment pour ce qui se passe en France, que lorsqu'un certain monsieur Zemmour s'est avisé de prétendre que Pétain avait sauvé des juifs, il s'est immédiatement retrouvé en correctionnel. Et d'autre part, ceux qui font silence sur les dérives ukrainiennes ont été les premiers à appeler au barrage contre le fascisme imaginaire de Marine Le Pen pour voter Macron. Au début, j'avais quelques doutes. Au début, j'ai toujours aimé ce personnage. Après, j'ai eu quelques doutes. Je me suis dit, mais en fait, il est du côté de Le Pen. Et après, j'ai compris que effectivement, c'était un fascisme imaginaire qu'on se figurait à propos de cette personne, de cette madame, qui en réalité, comme tous les autres politiciens, ne vaut ni plus ni moins que n'importe quel autre. En tout cas, globalement, tous ils valent plus que Macron. Mais bon, pour lui, ce qui est difficilement supportable dans l'affrontement des propagandes autour du conflit, c'est l'aptitude au déni de nos propres élites médiatiques, si on peut appeler ça des élites. Ce sont juste des médias subventionnés et largement promus. Et il est difficile, précise-t-il, difficile de penser qu'elles méconnaissent cette réalité problématique que nous venons de décrire. Simplement, elles la nient aujourd'hui parce que ça ne colle pas avec la rhétorique, enfin avec la narrative du bon et du méchant telles qu'elles sont présentées au public. Ça revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure sur le sentiment de concertation dans le mensonge. Et donc, il finit avec ça. Pierre Vidal-Naquet, dans son ouvrage indispensable, avait qualifié les négationnistes d'assassins de la mémoire. Aujourd'hui, les tenants de cette propagande négationniste méritent tout à fait ce qualificatif. Sur le droit de résistance, Giorgio Agamben. Le philosophe Giorgio Agamben a réagi aux mesures attentatoires aux libertés prises à l'occasion du Covid, non seulement par les prises de position, mais aussi par une élaboration théorique. Elles sont situées dans un cadre plus large, celui d'un état d'exception permanent qui mène au totalitarisme de la vie nue. L'État ne considère plus les hommes comme des citoyens, mais comme des corps aux besoins strictement matériels. Un peu de philo. Thomas d'Aquin a résumé la position de la théologie scolastique, qui date du Moyen-Âge presque un peu après, dans le principe selon lequel le régime tyrannique, dans la mesure où il se substitue au bien commun, il substitue au bien commun l'intérêt d'une partie, ne peut être justum. La résistance, dit Thomas, la perturbation contre ce régime n'est donc pas une séditio. De fait, comment tracer une limite entre le droit de résistance et la guerre civile? Le droit public européen est essentiellement un droit de guerre, ce qui s'appelle le jus belli, ici. C'est pas seulement le droit de faire des guerres, mais aussi le droit de réguler juridiquement la conduite de la guerre. Et le fait que les caractères du jus belli aient disparu depuis longtemps, selon son hypothèse, implique un changement tout aussi essentiel dans la nature de l'État. Parce que normalement, c'est ce qui permet de faire la distinction entre un état de guerre et un état de paix. Aujourd'hui, il n'y a plus cette distinction. Et effectivement, l'État, du point de vue strictement juridique, est désormais entré de façon stable dans un état d'exception. Il n'abolit pas le jus belli,
mais perd, ipso facto, la possibilité de distinguer entre guerre régulière et guerre civile. Donc c'est pour ça qu'il a l'impression d'avoir une guerre, un État qui mène une sorte de guerre civile planétaire, et qu'il ne peut d'ailleurs reconnaître en tant que tel. Et ça nous rappelle quelque chose. Juste pour dire, hein, dans l'espace, nos amis de Homo, mondialisés. On était en 2015 à ce moment-là quand on nous explique que ça ressemble à une forte augmentation d'activité. Là, on parle de leurs effectifs qui viennent de passer à je ne sais plus combien c'était, au moins près de 240 en tout cas. Donc ils demandent si quelque chose se prépare. Et là, il répond, toujours en 2015, au mois de mai, le 24, effondrement d'économie globale entre 2019 et 2022, guerre civile mondialisée. Et ça, ce mot, ce terme, est extrêmement impressionnant. Soit ce sont toutes les villes du monde qui se mettent en guerre, mais le fait qu'elles soient mondialisées est un terme qui demande à être expliqué. Mais eux, ils ne nous donnent pas plus d'explications que ça. Ils nous donnent des pistes d'analyse, des pistes de recherche. En tant qu'aliens, ils n'ont pas le droit d'intervenir outre mesure que ce qu'ils font ici. Et c'est tout. Et donc on n'a que ça comme réponse pour comprendre. Après, il s'est passé plein de choses. Effectivement, on n'a rien eu en 2019, en 2020, 2021, 2022, pas encore. L'effondrement global, en tout cas, était inconnu à l'époque. Aujourd'hui, c'est connu par tout le monde. Le terme de guerre civile mondialisée, ça, c'est impressionnant. Et lui, il nous parle de guerre civile planétaire. N'est-ce pas que c'est pertinent? Et ceci en raison d'une mutation dans la définition de l'état de droit. D'où le fait que résistance et guerre civile se trouvent donc classés comme des actes de terrorisme indistinctement. Et donc le droit de résistance devrait être codifié dans la Constitution, étant donné qu'on ne peut soumettre des normes à la guerre civile, autant qu'à l'inverse, l'État ne peut pas altérer de fond en comble le principe de stabilité de la loi à travers des décrets continuels et successifs. Parce que selon lui, le plus important, c'est que si on vit dans un état permanent d'état d'urgence, ça veut dire que de la même manière, les citoyens doivent vivre dans un état permanent de résistance, du moins on suppose, sans se fatiguer au bout d'un moment. C'est intéressant quand même, ces points de vue. Enfin, c'est plus qu'un point de vue. J'aurais dû le mettre dans philosophie, ces trucs. Voilà. Comme ça, tu vois, t'as la philosophie. Le monde vous regarde. Batiushka. Ah oui, c'est lui. Alors en fait, c'est une rétrospective historique qui nous ramène 100 ans en arrière, Noël 1914. Avec la grippe américaine, dite grippe espagnole, la phobie de la MAD, destruction mutuelle assurée. En fait, c'est la première guerre mondiale qui a conduit à la deuxième guerre directement. Et bien que 50 ans après la deuxième guerre mondiale, en 91, la Russie avait été finalement complètement ravagée. Et elle est tombée aux mains de l'impérialisme de l'OTAN. Et 100 ans après le début du grand suicide européen, l'Empire du Mal a commencé. Je le mets là. Son occupation de l'Ukraine en 2014, transformant en vassal dépendant ce pays. Tout le schéma de ces 100 ans, de 1914 à 2014, avait la même source. Et en tout cas, jusqu'en 2022, il n'y avait aucun espoir de justice ou de restitution pour toutes les pertes occasionnées, jusqu'à ce qu'un certain 24 février ait commencé l'opération militaire spéciale pour libérer l'Ukraine et dénazifier le monde. Et même avec tous ces problèmes, ces imperfections et ces trahisons, nous n'avons pas d'autre espoir, le monde vous regarde. Voilà comment Batiushka voit la chose. On va marquer une pause ici et continuer avec la deuxième série
d'événements qui commencent avec l'histoire des BRICS. A tout de suite.